Le corridor de Lobito, un projet qui a réuni la Tanzanie, la Zambie, la RDC, les États-Unis, l'Angola. Ces projets visant le transfert de minerais, ici beaucoup plus c'est le cuivre et le cobalt. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission économique Débrief Éco sur votre télévision. Cette émission reçoit pour vous Elie Kadiman, analyste économiste. Avec lui, il sera bien évidemment question sur cette thématique d'actualité, les corridors de Lobito. À qui ça profite? C'est notre question principale. Monsieur Elie, merci d'accepter notre invitation et bonjour. Ok, bonjour, merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Le corridor de Lobito, un projet visant le transfert de minerais. Tout d'abord, il s'agit de quoi lorsqu'on parle du corridor de Lobito et quel est son rôle? Ok, merci pour la question. Le corridor, en fait, on comprend de manière très simple, on doit comprendre qu'il s'agit d'un couloir qui permet un passage des minerais. Donc, on est à la recherche de la voie la plus courte qui peut nous permettre à ces pays qui sont alignés d'expédier les minerais vers les États-Unis, vers l'Europe. Et la voie de Lobito semble être la voie la plus courte. Et là, on est en train de créer un couloir partant de la RDC, de la Zambie, de l'Angola, jusqu'au port de Lobito. Et là, on peut embarquer très facilement les marchandises pour les destinations. La destination beaucoup plus c'est vers les États-Unis, vers l'Europe. En fait. C'est ça au moins le corridor. En fait. C'est juste une voie tracée, un couloir qu'on trace pour permettre juste de passer facilement et d'atteindre le port de Lobito qui peut permettre à ce que on puisse prendre les minerais à partir de Lobito et les amener. Et ça commence d'où, ces transferts? Oui, ça commence de la RDC, ça passe par la Zambie, je crois que c'est aussi par l'Angola. Oui. Donc, ce n'est pas une nouvelle voie, hein, c'est une ancienne voie. Je crois que vers les années 90, c'est là qu'on a fermé cette voie-là avec la guerre de l'Angola. Mais c'était une voie qui a même amené la crise au niveau de la République démocratique du Congo parce que les minerais que la Gécamine produisait étaient maintenant obligés de passer par l'Afrique du Sud. Vous voyez un peu, ça devient, on fait un détour, hein, au lieu que ce soit une voie très facile. Le transfert est devenu long. Des marchandises qui prenaient une semaine pour arriver chez nous, mais ça pouvait faire tout un mois. Tout ça, ça a mené vraiment la crise en RDC. Et pourquoi la Zambie, la Tanzanie, la RDC, l'Angola, mais également aussi les États-Unis dans ces projets? Pourquoi? Oui. En ce qui concerne les pays frontaliers, comme la Zambie, l'Angola et autres, on sent bien qu'il n'y a pas un passage direct de la RDC pour atteindre juste la mer ou pour atteindre l'océan. Donc pour atteindre l'océan, il faut traverser la Zambie, il faut traverser tous ces pays-là pour arriver au niveau de Lobito. Alors, s'il y avait une possibilité, si on pouvait être à proximité de l'eau, je crois que ça devait être facile. Mais toutefois, on a compris que quitter la RDC en traversant la Zambie et tous les autres pays-là, c'est une voie vraiment plus courte par rapport à contourner à partir de l'Afrique du Sud. Voilà un peu. Alors, quelles en sont les raisons? Oui. La Zambie, la RDC, l'Angola, les États-Unis aussi. Quelles en sont ces raisons de leur choix dans ce projet? Non, il ne s'agit pas d'un choix. Oui, je crois que le choix s'impose par
la situation géographique. Justement. On pouvait tracer autrement, mais on a tracé la voie la plus courte possible qui peut nous permettre d'atteindre facilement Lobito sans parcourir une longue distance. C'est ça. Mais ici, ce sont les États-Unis qui ont intérêt vraiment, qui ont besoin de cobalt, qui ont besoin de cuivre, qui étudient quelle est la voie la plus courte possible. C'est ainsi qu'ils ont trouvé qu'il fallait qu'on puisse réhabiliter cette voie-là, ce corridor-là. Donc, ce sont les États-Unis qui ont intérêt en premier lieu parce qu'ils ont besoin de nos minéraux. Mais les minéraux qui passent par le sud, ça prend beaucoup de temps et ça devient aussi coûteux. Alors, c'est ça au moins qui justifie... Il y a le cuivre et le cobalt, beaucoup plus convoités par ce pays. Tout d'abord, la première question est celle de savoir pourquoi le cuivre et le cobalt. Oui, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la transition énergétique. C'est-à-dire, la transition énergétique, il s'agit de changer la source d'énergie. Dans le temps, on utilisait les énergies fossiles qui ont pour effet de détruire l'environnement, qui nous créent beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, vous allez voir qu'à Lubumbashi, les pluies sont perturbées, au point que les agriculteurs ne savent plus à quel sens se vouer. Sous d'autres cieux, je vois, on commence à faire l'agriculture avec l'irrigation. On a développé des méthodes d'irrigation, mais chez nous, c'est vraiment difficile qu'on y arrive. Mais ça crée vraiment des sérieux problèmes. Et alors, on a trouvé que pour qu'on puisse préserver l'environnement, il faut qu'on puisse migrer vers d'autres sources d'énergie. C'est ainsi qu'on va utiliser actuellement les batteries électriques. Et le cuivre et le cobalt surtout interviennent dans la composition la fabrication des batteries. Alors, avec les batteries, vous allez voir que aujourd'hui, en Europe, par exemple, aux États-Unis, il y a des voitures électriques. Donc, une voiture électrique utilise de l'énergie verte qui n'est pas polluante et qui ne détruit pas l'environnement. Donc voilà, c'est juste ça qui explique que les États-Unis, dans cette migration-là, aimeraient avoir le cuivre et l'avoir à moindre coût. Et pour qu'ils puissent être à la page au moins de la technologie et surtout pour la préservation de l'environnement. Et c'est les États-Unis qui sera en train de fabriquer ces batteries, d'après vos analyses? Justement, en ce qui concerne la question des batteries, ça dépend. Vous savez, dans cette matière, moi je me dis, c'est à chaque pays de savoir tirer l'épingle du jeu. Ça veut dire? Oui, ça dit, c'est à vous de voir comment vous allez tirer profit de ce qu'on est en train de faire. Vous voyez qu'il y aura une sorte d'intégration sous-régionale, c'est-à-dire tous ces pays-là seront reliés et ça va créer un espace économique où il y aura des échanges faciles avec les infrastructures qui seront construites. Alors, dans ces échanges faciles-là, il faut maintenant savoir qu'est-ce que vous allez amener aux autres. Je crois que le président a parlé même de ça quand il était, je crois, à Mbujimaï. Les gens de Mbujimaï ont réclamé, non, voilà, nous voulons qu'on nous fasse la route de Galambambouj. Il a dit oui, on va faire la route de Galambambouj, mais qu'est-ce que vous allez aussi donner aux Angolais?
il ne faut pas qu'on puisse faire une histoire où ce ne sont que les Angolais qui nous amènent des choses et nous ne savons pas. Dans une intégration, il faut vraiment savoir comment vous allez aussi exporter. Parce qu'un pays ne devient riche que quand il exporte plus qu'il n'importe. Si vous importez plus, en tout cas, vous n'allez pas suffisamment vous développer. Mais si vous exportez plus que vous n'importez, en tout cas là, vous allez vraiment vous développer un peu vite. C'est ça un peu qu'il y a. Moi, je pense que chaque pays doit développer ses stratégies. Ce n'est pas aux Américains de venir nous dire, voilà, faites aussi ceci pour que ça puisse vous profiter. Mais quand on trace une route, on met les infrastructures en place, c'est déjà une bonne chose, ça facilite la circulation des biens, le commerce peut se développer, même les personnes individuellement. Quelqu'un qui peut aller cultiver à un endroit, il sait faire acheminer ses produits très facilement d'un point à un autre. Aujourd'hui, la grande question que nous avons en RDC, c'est que pendant que nous sommes en train de crever de faim en ville, si vous allez dans certains villages, vous trouvez qu'il y a des maïs qui ne trouvent pas de preneurs, qui ne trouvent pas de gens pour les manger. Alors pendant que nous ici, nous sommes en train de les chercher. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Je crois que c'est ça un peu. Il faut vraiment que chaque pays qui entre dans ces partenariats-là puisse développer des mécanismes, des stratégies pour se retrouver. Sinon, nous en RDC, si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être... Parce que vous savez, la RDC, c'est un grand marché. Hein. Tous les pays... En termes de minerais, voilà. Préciser. Non seulement en termes de minerais. Dans ces projets. Dans tout. Voilà, allez-y. Imaginez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé du côté Zambie, à la frontière là, et vous voyez comment les choses quittent la Zambie ou les marchandises quittent la Zambie pour entrer au Congo. À un moment, vous penser à un pillage, vous dites, mais tout ça, ça entre au Congo, mais en Zambie, il est resté quoi? Mais entre-temps, nous, qu'est-ce que nous apportons en Zambie? Rien. C'est que la Zambie vend beaucoup plus chez nous. Nous sommes un grand marché pour la Zambie. Alors que il faut vraiment que nous puissions développer aussi des mécanismes pour commencer aussi à vendre. Du côté Zambie, par exemple, quand je vois un produit comme le ciment, depuis qu'on a commencé à fabriquer le ciment à Likasi et à Kolwezi, on a senti que la Zambie commence à souffrir un peu pour vendre son ciment en RDC. Et on a senti qu'il y a quand même une perturbation de l'autre côté. C'est ça au moins que nous devons arriver à faire, nous. Nous devons vraiment développer des stratégies quant à ça. Lors de sa visite en Angola, le président sortant des États-Unis, Joe Biden, a dévoilé justement une enveloppe supplémentaire, ses projets, 600 millions de dollars américains pour la réussite de ce projet. En RDC, nous avons aussi la question d'actualité liée au port de Banana, qui souffre jusqu'en ce moment. Est-ce qu'on peut dire que cette enveloppe peut aussi être bénéficiée à la République démocratique du Congo? Est-ce que la RDC pourra être aussi bénéficiaire à cette enveloppe? Et surtout, la question liée au port de Banane fait aussi l'objet d'interrogatoires. Justement, je ne pense pas que Joe Biden puisse venir financer, donner de l'argent qui pourrait aller servir au port de Banane. Non. Il donne de l'argent pour le corridor. Le corridor. Alors, partant de ça, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons ce projet, les ports de Banane, est-ce que la RDC pourra être bénéficiaire à ces projets? C'est-à-dire, ça dépend des stratégies que nous allons développer. Parce qu'imaginez, à Banane, c'est vraiment très loin. S'il faut partir, parce que si on a mis les corridors, c'est pour le cuivre et le cobalt qui sont produits
au sud de la RDC. Mais Banana, c'est au nord-ouest, hein, je crois. C'est presque au nord-ouest. Imaginez partir avec le cuivre d'ici jusqu'au niveau des ports de Banana. Je crois que c'est vraiment très loin par rapport au port de Lobito. Mais maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que on doit diversifier les sources de revenus, en fait. Avoir le port de Banana n'empêche que nous puissions aussi ouvrir les corridors. Ceux-là qui vont développer, donc du moins ceux-là qui sont proches du port de Banana, peuvent utiliser le port de Banana. Le Congo, c'est un vaste pays. Nous qui sommes au sud, nous pouvons utiliser la voie de Lobito, qui est la voie la plus courte, qui peut nous permettre d'économiser le temps, le transport, les moyens, tout ça. Je crois que c'est ça au moins. On ne peut pas dire que non, nous n'allons pas, qu'on n'ouvre pas les corridors parce que nous sommes en train de faire le port de Banana. Non. Le port de Banana est utile à la RDC, de même que le corridor aussi est utile à la RDC. Ça dépend de l'emplacement où vous vous trouvez. Si vous êtes dans le sud, c'est plus facile de faire sortir les marchandises à partir de Lobito. Mais si on est du côté un peu du nord, on peut faire sortir les marchandises du côté de Banana. Donc, restons toujours dans cette même optique, sur le plan économique, puisque nous parlons de bénéfices. Oui. En quoi est-ce que la RDC sera bénéficiaire sur le plan économique de ces projets des corridors de Lobito? Oui, là j'ai dit ceci. Il est premier producteur de cuivre, premier producteur justement. De cobalt. Voilà. Le cuivre que Joe Biden cherche à venir prendre ici, ce n'est pas un cuivre qu'il va prendre gratuitement. Il va l'acheter. Et si Joe Biden trouve qu'il faut aménager les corridors pour que les choses puissent commencer à passer facilement, on sent qu'il a besoin de beaucoup de cuivre, besoin de beaucoup de cobalt. Ce qui fait que ça va amener aussi une certaine émulation au niveau des entreprises qui produisent ces matières au niveau de la RDC. Et plus ils augmentent leur production, plus ils vont payer des taxes, plus la RDC va se retrouver aussi. Ça, c'est un élément, un premier élément. Comme j'ai dit que il y aura, donc le couloir va faciliter en quelque sorte, va créer en fait une sorte une intégration sous-régionale. C'est que même les individus en privé peuvent utiliser cette voie-là pour leur petit commerce. Ça va donner des emplois. Ce corridor-là va créer des emplois. Donc il y a plusieurs choses que ça peut amener. Et comme je l'ai dit, ça dépend de nous-mêmes, des stratégies que nous allons monter pour que nous puissions nous retrouver dans ce partenariat-là qui nous est proposé. Mais si nous y allons comme nous le faisons souvent, nous risquons d'être un grand marché pour les autres. Nous allons beaucoup plus enrichir les autres, mais nous-mêmes, nous risquons de nous appauvrir. Vraiment, il faut qu'on développe. Comme par exemple du côté Angola là-bas, bon, on sait que l'Angola n'est pas très forte en agriculture. Nous pouvons par exemple nous développer l'agriculture ici et commencer à leur amener par exemple les produits agricoles. Voilà un peu comment en 2008, oui. En 2008, la RDC et la Chine ont signé un contrat qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui le contrat du siècle. Ouais. Et aujourd'hui, c'est les États-Unis qui, justement, est dans ce projet des corridors de Lobito. Est-ce qu'on peut dire la Chine, les États-Unis, une bataille de minerais, d'après vous? Oui, justement. Hein, bon, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une bataille de minerais. Chacun
cherche à offrir le mieux qu'il puisse pour qu'ils puissent se retrouver. C'est-à-dire, c'est toujours dans la recherche des stratégies qu'il faut monter pour que vous puissiez vous retrouver. Parce que nous, au niveau de l'RDC, nous allons chercher celui qui qui présente le plus d'avantages pour nous. Si le corridor là peut nous amener plus d'avantages que les Chinois, mais qu'est-ce que nous allons faire? Donc, c'est une loi économique. Nous sommes dans l'offre et la demande. Voilà. S'il y a quelqu'un qui nous amène mieux que les Chinois, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons vers celui-là. Mais au niveau du contrat chinois, comme on peut le dire, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de difficultés, dû au fait que, bon, c'est un contrat qui avait d'abord été mal négocié. Et non seulement mal négocié, mais les Congolais ne se sont pas comportés en nationalistes. Ils ont visé beaucoup plus leurs intérêts personnels au lieu de voir l'intérêt général de la RDC. Ce qui a fait que la Chine a beaucoup profité que ce que nous, on devait profiter. On s'était convenu qu'ils devaient faire des infrastructures qui pouvaient atteindre 3 milliards. Mais jusqu'à la fin, quand on a évalué, on a trouvé que on n'a pas atteint 3, on n'a même pas atteint 1 milliard. On est arrivé à 800 quelque chose millions. Et si on arrive à 1 milliard 200, le surplus là, ce sont les intérêts que cet argent-là a produit. Et on a trouvé qu'il y a eu certaines infrastructures qui ont été réalisées avec dans le contrat chinois, mais pour des privés. Je vois que ça, on a déploré, mais on s'est convenu avec les Chinois, on a renégocié pour dire, voilà, actuellement, on a remonté le montant jusqu'à atteindre 7 milliards, c'est-à-dire on continue toujours avec, sur les 1 milliard 200 là, on doit ajouter pour atteindre 7 milliards. Et cette fois-ci, ça dépend toujours de nous. Si nous nous comportons maintenant en nationalistes, et ils vont commencer à donner l'argent chaque année dans les 324 millions. La première année, ils ont donné à peu près 650 quelque chose. Bon, voilà un peu, on a renégocié pour essayer de rééquilibrer. Mais vous allez comprendre que dans tout ça, c'est notre attitude qui est primordiale. Si on n'est pas sérieux, on risque de retomber toujours dans les mêmes erreurs. Parfait. Monsieur Elie Kadimon, on répond directement à la question principale de l'émission. Oui. Corridor de Lobito, à qui ça profite? Est-ce à la RDC, ou Tanzanie, l'Angola ou aux États-Unis d'Amérique? Bon, moi ce que je voulais peut-être dire ici, c'est que je peux dire que le corridor en lui-même, il ne profite à personne. À personne. Pourquoi? Non, je m'explique. Il ne profite à personne, mais le corridor va profiter à celui qui va développer des stratégies pour tirer, comme je dis, savoir tirer l'épingle du jeu. On vous met des infrastructures, ce sera des bonnes infrastructures, c'est ça que nous cherchons, mais est-ce que ce sera des infrastructures juste pour rien? Qu'est-ce que nous développons? La Zambie, telle qu'elle est là, bon, vous sentez que la Zambie est tellement développée sur le plan agricole. La Zambie peut faire évacuer ces minéraux parce qu'ils produisent aussi le cuivre et le cobalt. Entre-temps, ils peuvent écouler leurs produits agricoles, ils peuvent les amener très facilement parce que pour amener les produits zambiens vers chez nous, on passe par Kasumbalesa, Sakane et autres, ça entre par ici. Pour arriver à Kolwezi, ça devient un peu très long. Mais avec le corridor, c'est que la Zambie peut nous amener le maïs à partir du corridor qui entre directement à Kolwezi. Vous allez comprendre que si la Zambie développe vraiment son agriculture et que nous,
nous sommes là toujours à attendre qu'on vienne nous nourrir par la Zambie. La Zambie va s'enrichir plus par rapport à nous parce qu'elle va faire entrer du côté Kasumbalesa pour Lubumbashi et faire entrer du côté Kolwezi. Et toute cette brousse-là va commencer à manger les produits zambiens. Et là, ce sont des devises, ce sont des qui partent. Je crois que c'est ça. Monsieur Eli Kadima, oui. Merci pour cet échange, ça a été un plaisir. Ok, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Ça n'est donc fini pour cette émission économique. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. À très vite. Bye. Merci.